Bonjour et bienvenue pour cette 6e édition du Salon international du littoral et des enjeux méditerranéens. Nous sommes sur le plateau média au Parc des Expositions de Montpellier, le plateau des partenaires, et nous recevons Claire Veller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable environnement chez RWE. Tout à fait. Tout simplement, je vais d'abord vous demander de présenter un peu le groupe. Qui est RWE ? Donc RWE est un énergéticien, historiquement allemand, mais maintenant présent dans beaucoup de pays du monde, sur un peu tous les continents. Donc on est un énergéticien qui se spécialise aussi dans l'éolien en mer, avec 19 parcs en opération, donc c'est 20 ans d'expérience sur l'éolien en mer. On a aussi un portfolio qui va s'agrandir avec presque 20 parcs en développement et en construction. Donc on a énormément appris et on apprend encore sur ces parcs. D'accord, mais justement, qu'est-ce que ce retour d'expérience global, vous êtes principalement aussi en Europe et j'ai envie de vous demander entre le posé et le flottant, qu'est-ce que vous avez comme retour ? Alors le premier retour, c'est que ce qui est en opération jusqu'à maintenant, c'est du flottant, c'est du posé principalement. Oui. Et il existe seulement quelques fermes nous on appelle pilotes de flottants. Donc en général, c'est 3, 4, 5 éoliennes qui tournent, donc pas plus. Donc sur les projets Méditerranée notamment, on est sur 250 MW, donc entre 10 et 15, 20 flotteurs maximum en fonction de la taille des turbines. Donc on passe à une échelle déjà différente. Quand on regarde les parcs qui seront en opération d'ici 10-15 ans peut-être, on passe sur du 1 gigawatt, peut-être plus gros. En particulier notre parc de Californie, California Humboldt, que nous avons gagné l'année dernière. Qui est d'une puissance d'1,6 gigawatt en flottant dans 800 mètres d'eau. Donc on part tout de suite sur des échelles très différentes. Donc en termes de retour d'expérience, nous on ne voit pas le flottant comme une révolution, mais vraiment une évolution du posé. Ça nous permet d'accéder à des environnements qui sont plus loin des côtes, dans des eaux plus profondes, donc aller chercher une ressource en vent différente, mais aussi adresser des aspects de développement de nos parcs, notamment la visibilité à la côte, en s'éloignant, qui deviennent moins problématiques. Ça ouvre d'autres questions, notamment sur la sensibilité des environnements profonds, mais on y travaille. Ça fait effectivement beaucoup d'avantages et la Méditerranée est propice à cet éolien flottant. Vous postulez pour l'appel d'offres 6 avec aussi cette question du respect de la biodiversité. Justement, une des tables rondes du Salon du littoral était consacrée à cette... est-ce que la biodiversité est préservée ? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez répondu ? Alors, c'est vraiment une question d'approche, d'abord. Avoir une approche très robuste, très complète et très systématique. Pour moi, donc, la première étape, c'est vraiment d'avoir des données de l'état initial qui sont complètes, qui sont robustes et qui nous donnent une image de l'état initial, de l'existant. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut associer à ces données environnementales nos données projets. Donc combien d'éoliennes, sur quelle zone, quel type d'ancrage, quel type d'installation, qui nous permet ensuite de définir bien sûr les effets et de caractériser les impacts. Donc c'est vraiment cette procédure très systématique qu'il faut absolument passer sur tous les compartiments environnementaux pour prendre en compte bien sûr tous les effets. C'est très important. Donc en termes de biodiversité pour la Méditerranée, on a un environnement qui est quand même assez unique puisque la Méditerranée, c'est un écosystème qui n'existe nulle part ailleurs, fermé, relativement fermé, et avec plusieurs façades aussi qui développent de l'éolien, posé ou flottant. On a l'Espagne, on a la France, on a l'Italie, on a les pays au-delà, la Grèce. Donc c'est aussi important de regarder les effets aussi bien cumulés que les effets à l'échelle d'un écosystème. Et justement, comment vous allez travailler, vous, avec que ce soit les professionnels, les collectivités, les associations ? Comment ça se passe pour vous ?
La concertation et l'engagement au sein des territoires, c'est vraiment un élément clé du développement chez RWE. Donc, on a des équipes qui s'occupent de la concertation et qui le font, qui ont appris aussi de tous nos projets. Donc, on met en place des meilleures pratiques, des choses qui ont marché, on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. Évidemment, on continue d'apprendre. Donc, c'est très important de prendre ces retours d'expérience. On a notamment notre parc de Rampion au sud de l'Angleterre où on a mené une phase de concertation très très détaillée au-delà de la phase de concertation obligatoire dans le processus d'autorisation qui nous a permis d'identifier des enjeux majoritaires. Et en réponse à ça, on a pu optimiser la zone de parc. Et en fait, on est passé de 116 éoliennes à 90. On a réduit de moitié la taille du parc pour pouvoir prendre en compte ces enjeux. Donc c'est vraiment des éléments clés à prendre en jeu très tôt dans la conception de projet pour être sûr que ces éléments sont intégrés. Si on attend trop tard, on ne pourra plus le faire. Donc c'est important de vraiment mettre beaucoup d'acteurs autour de la table dès le début pour être sûr qu'on prend tous ces aspects en considération dès la phase de conception de projet. Un très bon exemple anglais. Peut-être un autre exemple que... c'est vrai que la concertation, c'est pas seulement aussi en phase de développement de projet. Ça ne s'arrête pas une fois qu'on a l'autorisation. Et donc, ça reste un engagement au sein des territoires pour la durée de vie du projet. Et nous, on a beaucoup d'exemples, mais il y en a un qui me vient en tête en particulier, c'est sur notre parc de Gwyntimore au Pays de Galles, où on a mis en place un fonds d'investissement territorial de plus de 19 millions de livres sur la durée de vie du parc, donc environ 25 ans. Et ce fonds-là est en place pour pouvoir supporter le développement durable des communautés locales, que ce soit sur des aspects tourisme, associatif, volontariat. Donc voilà, il y a une série de projets qui ont été financés, notamment de fournir des équipements de sécurité aux volontaires de l'équivalent SNSM par exemple, ou des structures portuaires pour améliorer le tourisme. Enfin, donc ça, c'est varié, mais ça nous permet de garder le contact avec ces communautés dans lesquelles on opère. D'accord. Pour conclure et pour revenir sur la Méditerranée, les perspectives que l'éolien en mer offre, elles sont importantes selon vous? Bien sûr, c'est non seulement des perspectives, bien sûr, des questions d'énergie. On parle beaucoup des besoins d'énergie dans le futur, c'est évident. C'est aussi une transition énergétique qui doit se faire, donc vers des énergies vertes. Mais c'est aussi des questions d'emploi, puisqu'on amène une nouvelle industrie avec toute une chaîne de valeur qui va autour. Donc ça crée forcément des emplois, de l'attractivité dans les territoires. Et en termes de biodiversité, ça nous permet aussi de développer des projets qui sont quand même plus vertueux en termes d'empreinte écologique comparé à d'autres énergies. Voilà. Claire Veller, merci beaucoup. Merci à vous. Bon salon. Merci.